de la directrice générale du FMI, Christine Lagarde au Bénin, le blanc-seing du FMI aux réformes de Patrice Athanase Guillaume Talon, c'est une interrogation au menu de votre débat Faire croiser avec Peggy Ludovic Dalbar. Bonjour à vous. Bonjour à vous, Loris Freddy d'abord, chers amis téléspectateurs, auditeurs, bonjour. Pour bien sûr analyser, décrypter un peu cette visite chez nous qu'effectue et bien sûr Madame Christine Lagarde, directrice générale du FMI, le Fonds monétaire international, du 10 au 13 décembre 2017. Nous avons sur ce plateau Monsieur Wilfred Bono, il est journaliste spécialiste des questions économiques et puis directeur de publication du journal Économie Plus. Monsieur Bono, bonjour. Bonjour Peggy, bonjour Loris. Bonjour Monsieur Bono. Merci d'être avec nous. Vous suivez donc depuis hier le déroulement de cette visite de Christine Lagarde, la directrice générale du FMI, chez nous. Depuis quelques temps, en tout cas, cette visite avait été annoncée. Eh bien, elle est une réalité. Dites-nous, dans quel contexte devrait-on comprendre cette visite de Christine Lagarde au Bénin? Merci Peggy, merci pour l'intérêt à ce sujet. Sujet d'actualité, la directrice du FMI au Bénin pour une visite officielle. Depuis dimanche soir, donc, elle a foulé le sol béninois. Et à son agenda, plusieurs rendez-vous, plusieurs rencontres. Et puis, surtout, la rencontre avec le chef de l'État hier. Et aujourd'hui, la rencontre avec le secteur privé, ce que j'attends le plus, parce que c'est le secteur privé qui produit la richesse. Qu'est-ce qu'elle peut avoir à dire, à discuter avec certainement, elle a dit qu'elle est venue beaucoup plus pour écouter. Écouter parce que vous savez que les politiques du FMI ne sont pas souvent accepté sous nos cieux, surtout par la population, parce que ça amène à beaucoup de restrictions. Vous avez en mémoire les fameux plans de redressement économique, vous vous souvenez, au début des années 90? Oui, l'ajustement structurel. L'ajustement structurel, donc le PAS. C'est un vocabulaire auquel les Béninois ne veulent pas du tout. Ça continue, même si on parle aujourd'hui, du moins on a parlé entre-temps de la stratégie de réduction de la pauvreté. Aujourd'hui, on est en train de concocter ce qu'on appelle le plan national de développement, qui est toujours sous l'égide du FMI et de la Banque mondiale. Donc, dans quel contexte donc, cette visite se réalise? C'est un contexte où le Bénin est un bon élève du FMI. Sous le président Talon, en février, nous avons eu l'accompagnement ou la signature d'un programme d'accompagnement du programme d'action du gouvernement d'un montant de 150 millions de dollars. En décembre passé, le conseil d'administration, le 1er décembre passé, le conseil d'administration du FMI a encore mis près de 13 milliards à la disposition de Bénin, toujours pour accompagner le programme d'action du gouvernement. En septembre, lorsque la commission, les experts de FMI étaient venus au Bénin, ils ont conclu que le Bénin se portait bien, que le Bénin était sur le bon chemin. Les indicateurs étaient intéressants et les déficits, quand bien même en 2017 a connu un petit rebond, il sera ajusté d'ici 2019-2021. Et donc le gouvernement est dans le bon chemin et nous espérons que ça ne soit pas que des mots et qu'au niveau de la population, nous puissions ressentir effectivement cette embellie de l'économie. Alors donc, depuis hier, on a noté plusieurs
activités, plusieurs actions menées par Christine Lagarde ici au Bénin. L'inauguration, par exemple, du bureau rénové, a-t-on dit, hein, du FMI à Cotonou. Je ne sais vraiment pas l'utilité, en tout cas, de ce bureau. Tout à l'heure, nous allons y revenir. Mais le temps quand même d'aller très vite à la régie, retrouver un peu cet élément qui fait le point de la conférence de presse conjointe donnée par le président de la République et Madame la directrice générale du FMI. Nous ne cessons d'arpenter les chemins de notre renaissance. Nous avons, en moins de 18 mois, réussi avec le Parlement à faire voter une cinquantaine de lois de progrès. Nous avons entamé les réformes les plus ambitieuses, les plus osées, même si nous avons connu un échec en ce qui concerne la révision constitutionnelle. Mais pour ce qui est de l'administration générale, du secteur de la santé, de l'éducation, des régies financières, nous sommes en train d'opérer les mutations nécessaires pour que notre pays soit capable de vivre de son potentiel et du génie de ses fils. Je mentionne le partenariat et l'engagement du partenaire de tenir ses promesses. Pourquoi ? Parce que lorsque nous nous sommes rencontrés la première fois, vous aviez pour ambition de développer l'économie du Bénin. Vous aviez identifié un certain nombre de secteurs d'activité, le développement de l'agriculture à valeur ajoutée, le tourisme fondé à la fois sur le tourisme côtier, mais aussi le tourisme intérieur, le tourisme historique. Vous aviez pour ambition de vous attaquer à la réduction de la pauvreté en dépensant mieux et plus dans le domaine de l'éducation et de la santé. Et vous aviez pour ambition d'établir des règles de bonne gouvernance permettant d'inciter les investisseurs à regarder le Bénin avec une perspective favorable. Je crois que de ces grands axes-là, clairement, votre gouvernement est en train de démontrer qu'il peut tenir ses paroles. Nous sommes donc inlassablement à la tâche, mais je dois avouer que la situation reste quand même un peu difficile. Je dois avouer que nos concitoyens demeurent légitimement impatients parce que l'arbre de la Renaissance ne porte pas encore de fruits. Mais la floraison est bien là. Voilà. Donc, c'était le point de presse, un extrait du point de presse donné hier donc, par le chef de l'État et la directrice générale du FMI, le Fonds monétaire international, en visite chez nous. Alors, Wilfried Mondon, vous avez suivi un peu les propos des deux personnalités. Qu'est-ce que cela vous inspire? Non, on retient que le chef de l'État est tout content des performances qu'il réalise et il rassure les Béninois. Nous avons déjà la floraison, bientôt les fruits. Donc, il rassure le peuple. Attendez, bientôt nous aurons de jolis fruits que nous allons déguster à belles dents. Donc, pour l'instant, restons encore un peu assoufris. Quant à Madame Lagarde, elle a réitéré l'intérêt que son institution porte au Bénin, qui est devenu un très bon élève, qui respecte les cahiers de charges, qui suit les conseils qu'on lui donne. Et le seul problème que ça pose à mon niveau, elle a dit dans l'interview qu'elle a accordée à la Nation, au-delà des performances économiques, il faudrait qu'on puisse prendre en compte le volet social. Et c'est surtout ça qui n'est pas souvent pris en compte. C'est surtout ça qu'on reproche au programme du FMI. Vous avez vu sous l'ancien régime, on a mis en place, déjà sous Kérékou, on a mis en place des programmes de réduction de la pauvreté. Mais on a constaté à la fin, et ça a été l'un des sujets qui ont déplu à l'ancien président, la pauvreté monétaire n'a pas reculé, mais a beaucoup
plutôt avancé, quand bien même la pauvreté non monétaire a reculé. Donc, par rapport à ce point, on peut dire que le social est purement et sérieusement délaissé. C'est vrai, des investissements sont en cours dans ce secteur, dans le secteur de l'éducation, dans le secteur de la santé. Mais aller aujourd'hui dans nos villages, nous avons encore des classes, même à Cotonou, même à Calavi. Ici, à côté de nous, en pleine ville, nous avons des salles de classe où le nombre d'élèves par classe est inacceptable. Les effectifs pléthoriques. Avec les effectifs pléthoriques. Nous avons dans les centres de santé où nous n'avons pas les premiers soins d'urgence qui puissent être prodigués. Donc vous voyez, c'est tout ça. Nous avons aujourd'hui une actualité qui défraie la chronique au niveau de l'approvisionnement en médicaments. Si aujourd'hui les populations ont recours à ces médicaments qui ne sont pas du circuit licite du médicament, c'est parce que dans le circuit licite, on n'a pas toujours accès aux médicaments. Et si on doit avoir accès aux médicaments, les médicaments génériques ne sont pas disponibles. Donc, c'est toute une fortune, comme vous le dites, qu'il faut engloutir. Et combien de gens aujourd'hui ont les moyens d'investir, surtout pour les maladies insidieuses, telles que l'hypertension, le diabète et autres, qui sont aujourd'hui en progression constante chez nous. Combien Les maladies dites de civilisation. Maladies de civilisation. Combien de ces Béninois ont le pouvoir d'achat de faire face à la cinquantaine de mille qu'il faut dépenser en moyenne par mois? Alors que lorsque vous prenez le médicament, il y a l'effet psychologique qui vous donne la sensation de vous sentir un peu bien. Mieux. Mais dans la réalité, combien de Béninois s'intoxiquent chaque jour en prenant même des médicaments achetés dans les officines de pharmacie? Mais le chef de l'État, il a dit, ça veut dire qu'il entend les cris de détresse. Il dit que ses concitoyens légitimement sont impatients parce qu'ils ne voient pas encore l'arbre de prospérité porter des fruits. Ça fait quand même bientôt 2 ans que les gens, serrent la ceinture. Il a demandé au peuple vraiment d'être clément, d'être patient, de faire en sorte que, on ne puisse pas, quand même pour l'instant, crier, mais à quand finalement le bout du tunnel? C'est le talon d'Achille de ce gouvernement, parce que après 2 ans, on a l'impression qu'on reste toujours dans l'expectative. Et demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Mais en attendant demain, c'est certain. En attendant demain, il faille que je vive, il faille que je survive. Si demain ne me trouve pas, j'aurais été déjà conjugué au passé. Donc voilà un peu la situation. Aujourd'hui, beaucoup de Béninois peinent. Et là, il faut le reconnaître. Beaucoup de Béninois peinent à faire au moins un repas par jour. Ils peinent pourquoi? Ils peinent parce qu'ils n'ont pas. Les gens travaillent. Les gens ont le salaire. Je vais vous dire, malheureusement, lorsque vous allez par exemple à Gbagbanou, à Cotonou, vous allez constater que beaucoup de boutiques ont fermé. Oui, parce que c'est des boutiques qui vendaient les fruits médicaments. Non, je n'ai pas dit... Gbagbanou, c'est... J'ai parlé d'Adjegoulet. J'ai parlé pardon, Gbagbanou et Adjegoulet. Non, je n'ai pas parlé d'Adjegoulet, j'ai parlé de Gbagbanou. Vous prenez de l'ancien pont vers vous observez dans cette zone des boutiques enfermées. Beaucoup de boutiques enfermées. Ce qui est pas sur consigne du gouvernement. Non, ce n'est pas sur consigne du gouvernement. C'est par rapport à la situation économique. La morosité ambiante. Et qui n'est pas forcément, qui ne s'exprime pas forcément par les chiffres macroéconomiques. D'accord? Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, nous avons une embellie au niveau des chiffres. D'accord? Malgré la crise nigériane, le Bénin a résisté. Et nous avons eu, certes, un repli de croissance en 2016, mais en 2017, nous avons repris un peu du poil à la bête. Et en 2018, le gouvernement projette
et la directrice du fonds l'a confirmé. On projette pour le Bénin près de 6% vous l'avez dit à l'entame de taux de croissance. Mais quand vous allez sur le terrain, avant que je ne vous laisse finir, si vous allez sur le terrain, vous observez, comme j'ai dit, des boutiques qui sont en train d'être fermées, des entreprises qui sont en train de fermer. Ça suffit qu'il y a du chômage, des gens qui perdent leurs emplois et qui donc n'ont plus accès à leurs revenus. Donc il y a une détérioration du pouvoir d'achat. D'accord? Et donc les gens n'arrivent plus à subvenir à leurs besoins basiques. Et c'est ça que moi je dis. Il faudrait que très vite, nous puissions avoir les retombées de cette embellie économique que le Bénin, dont le Bénin se targue aujourd'hui au niveau des foyers de chaque Béninois. Oui, bien, monsieur Monod, vous avez dit à l'entame que Madame la directrice générale du FMI est venue au Bénin pour constater. Alors, vous venez de peindre un tableau peu réduisant, je ne vous apprends rien, à vous suivre bien évidemment. Alors, ces réalités dont vous parlez tantôt, les lui a-t-on fait constater? Non, quand elle est venue, elle n'est pas venue pour constater, elle est venue plutôt pour écouter. Maintenant, pour écouter qui? Vous savez qu'en matière diplomatique, on n'amène pas toujours là où il y a... Le langage est soigné. Le langage est soigné. C'est toujours là où il fait beau. On envoie toujours là où il fait beau. C'est parce que nous sommes là, on n'est pas forcément tenu de dire quand le train arrive à la gare, à l'heure. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est là où il y a des difficultés. Et quand elle rencontrera, comme vous l'avez dit... c'est pourquoi je dis, j'attends. Les privés. Je voudrais bien aller suivre, quand je vais vous quitter, j'irai suivre. Lorsque que cela ne soit trié sur... Voilà, si ce n'est pas filtré, on aura quand même l'information, on va décrypter l'information. On verra si ça concerne... elle a l'information, elle a vraiment écouté le cri des opérateurs économiques. Et lesquels opérateurs économiques? Bon, tout compte fait... S'il y en a dans tous les camps. Dans tous les camps du pouvoir, il y en a aussi de l'autre côté. Non, nous n'allons pas faire cette discrimination. Dans l'absolu, nous allons dire. Qui sont ces opérateurs qui auront la chance de rencontrer Nous espérons que Madame Lagarde. ça soit les représentants des opérateurs économiques, les représentants du secteur privé. Vous savez que nous avons chez nous un patronat, nous avons la CCIB, la CCIB, la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, qui sont quand même des structures représentatives. Oui, les instances effectives. Nous avons au niveau des investisseurs le CIPB, d'accord, qui est aussi là, le Conseil des investisseurs privés du Bénin, qui est là. Donc voilà des structures quand même que j'espère pourront quand même porter à la connaissance, à l'oreille de la directrice, les réalités du secteur privé pour que, au niveau de son institution, il puisse aussi accompagner les acteurs privés du Bénin, que ce soit les étrangers ou les autochtones, afin que nous puissions améliorer notre productivité. Et c'est ça, moi, beaucoup plus ce qui m'intéresse, amener notre secteur privé à être plus productif, d'accord, pour créer plus de plus-value. Et ce n'est qu'à ce moment qu'on aura vraiment les retombées de tout ce qui est fait au niveau macroéconomique pour améliorer le climat des affaires, pour améliorer le mieux-être des Béninois au quotidien. Est-ce que vous voyez la directrice générale du FMI comprendre un peu qu'il faut aider le pays à sortir de la morosité ambiante dans laquelle végètent en tout cas les opérateurs économiques et autres, eux qui j'espère bien qu'à cette rencontre n'aura pas le langue dans leur poche, parce que on ne peut que dire ce qu'on vit au quotidien. Je ne pense pas qu'ils soient amenés à maquiller un peu les choses. Ils pourront dire la réalité. Et là, qu'est-ce qu'on peut attendre de Madame Lagarde pour sortir le pays de malheureusement, de la morosité. Malheureusement, les conseils du FMI vont beaucoup plus dans le sens de l'amélioration du climat des affaires, de l'amélioration de l'environnement macroéconomique, parce que lorsque l'environnement macroéconomique est bien assaini, d'accord, les privés tirent quand même
de bons fruits pour pouvoir améliorer leur performance. Donc, ce qu'il faut attendre, c'est qu'elle aille davantage écouter ceux-ci pour pouvoir réajuster les conseils au gouvernement pour qu'on puisse avoir les incidences très vite au niveau du secteur privé, surtout en matière de productivité. Et j'ai l'habitude de dire, ce n'est pas à l'État de créer les emplois, mais c'est au secteur privé de créer l'emploi. Parce que l'État, aujourd'hui, ne peut pas employer l'ensemble de ces chômeurs ou de ces étudiants qui sortent des universités, des instituts chaque année. L'État n'a pas la capacité d'absorption nécessaire, mais le secteur privé peut accompagner l'État dans ce Si dans et la seulement résolution. si ce secteur privé ce secteur a les conditions. est performante, a un climat d'affaires amélioré, et c'est ce à quoi nous appelons le gouvernement. Oui, mais il y a une grosse problématique qui subsiste à ce niveau. Vous demandez au secteur privé de pouvoir créer les conditions, pouvoir Pas au employer. secteur privé, mais au gouvernement De créer de les créer conditions. les conditions. Laissez-moi finir. Je veux dire, le secteur privé, c'est lui qui crée les emplois. Encore faudrait-il qu'il ait les conditions qu'il faut pour créer ces emplois. Mais l'élément, qui tire ce secteur vers le bas, c'est quand même la pression fiscale. Vous voyez le nombre d'impôts qu'une société naissante doit pouvoir, bien sûr, payer avant de pouvoir exister sur le terrain. Quand est-ce que cette société devra ou pourra s'en sortir et dire qu'elle va utiliser comme cela se doit la main-d'œuvre? Non, vous savez que moi, ma religion en matière d'impôts, c'est que la pression fiscale au Bénin n'est pas aussi élevée que ça. Je ne suis pas d'accord avec vous. Au Bénin, vous dites Au Bénin, comparé à la sous-région, lorsqu'on est Je ne suis pas d'accord avec vous. lorsqu'on est à 13% Monsieur de taux de pression d'impôt comparativement à une moyenne régionale qui est autour de 20%, vous êtes d'accord qu'on n'a pas encore une pression fiscale élevée. Toutefois, il faut reconnaître que nous n'avons pas cette culture de déclaration systématique des impôts. Maintenant, lorsque vous êtes dans un environnement où le contribuable vient déclarer son revenu, nous sommes dans un système déclaratif, donc il revient à l'administration fiscale à des périodes données de venir voir est-ce que votre déclaration est sincère. Et c'est en ça que lorsque les conditions sont réunies, les contrôles fiscaux sont toujours dans l'intérêt du contribuable. Et maintenant, il faut reconnaître que nous avons une assiette exiguë. Et donc, lorsque on va travailler à élargir cette assiette, on verra que le nombre de ceux qui payent régulièrement leurs impôts va donc augmenter. Ceux-là, ils ne sont pas nombreux et c'est pourquoi ils sentent qu'il y a une pression fiscale sur eux. Donc, il faudrait travailler aujourd'hui à ce que nous élargissions l'assiette fiscale chez nous. Mais minimiser en minimisant, vous savez, j'ai dit tout à l'heure, nous n'avons pas un taux d'impôt très élevé. C'est difficile à... Vous imaginez déjà, par exemple, que pour amener les entreprises nouvellement créées et les petites et micro-entreprises vers une bonne formalisation, une bonne tenue de comptabilité, nous avons des centres de gestion agréés qui existent. Et lorsque vous êtes, par exemple, au niveau de ce centre de gestion agréé, vous bénéficiez même des réductions d'impôts. Et l'information n'est pas suffisamment portée. Il faudrait que ces centres de gestion, nous en avons 2, puissent travailler à informer suffisamment les contribuables pour qu'ils aient beaucoup plus d'adhérents et donc aider l'État à mobiliser plus de ressources. Mais qu'est-ce qui explique le fait que les structures privées, les sociétés privées croupissent sous le poids du redressement, des impôts, d'autres taxes connexes? Non, puisque vous semblez banaliser. Je ne banalise pas. J'ai dit tout à l'heure que nous sommes dans un système déclaratif. Lorsque vous déclarez vos impôts
avec des supports, des documents donnés, il revient à l'administration fiscale de faire des recoupements. Vous êtes en relation d'affaires avec d'autres entreprises, par exemple. Et si vous avez déclaré un chiffre d'affaires de 100 000, par exemple, alors que vous avez fait plus, il suffit de voir ceux à qui vous avez vendu, puis ceux autres, ils vont dire, ils ont acheté. D'accord? Si on fait la somme de tout ce que vous avez, tous les achats qui ont été faits de chez vous, et que ça correspond aux 100 000 que vous avez déclarés, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de redressement à faire. Est-ce que vous comprenez? Mais lorsque c'est supérieur à ça ou inférieur à ça, il faudrait quand même voir à quel niveau, et vous n'avez pas fait peut-être l'imputation qu'il faut, d'accord? Et on vous amène à reprendre votre comptabilité. Mais lorsque ce n'est pas fait, ou lorsque, comment on appelle, on vous fait des redressements et que vous n'êtes pas d'accord, il y a des voies, des procédures pour contester, pour demander à ce que votre droit soit respecté. Et donc, il faut quand même, à ce niveau, saluer le fait qu'aujourd'hui, la direction des impôts communique un peu en la matière. Et il faut qu'ils fassent plus, ils fassent davantage pour que les gens comprennent la nécessité. La fiscalité semble être un tabou, alors que ça ne devrait pas être le cas. C'est un droit. C'est le droit fiscal, il faudrait que tout le monde s'intéresse à ça. Vous savez que l'essentiel de la loi des finances du pays, c'est essentiellement ça, et qui permet à l'État d'avoir ses ressources. Mais combien d'entreprises ont sur leur table la loi des finances pour savoir ce qui est dedans, le contenu de cette loi de finances? Et il y a parfois même des avantages au niveau des droits de douane qui sont accordés aux entreprises, mais qu'elles ignorent. Et comme l'État n'est pas là pour rappeler à celui qui a un droit, tu as droit à ceci, et eux autres, les régies, leur rôle, c'est de prendre le plus de ressources pour l'État. Et donc, à vous, contribuables, de vous informer, de vous faire informer, de vous faire accompagner par des spécialistes qui peuvent vous donner suffisamment d'âme pour bénéficier des réductions d'impôts. Voilà ce que je peux dire. Alors, pour finir, parce que nous arrivons pratiquement au thème de cette émission, Wilfried Monod, on a entendu notre hôte, Christine Lagarde, qualifier ou, comment dire, approuver la qualité des dépenses du gouvernement béninois. Comment comprendre cela? Est-ce à dire déjà qu'il faut comprendre que le FMI lui accorde un satisfecit et lui demande de poursuivre dans le même sens? C'est pourquoi votre interrogation, est-ce que le FMI donne un blanc-seing aux réformes du gouvernement Talon, m'a fait sourire. J'ai l'impression que c'est le cas, d'accord. Puisque le Bénin se fait aujourd'hui appeler un bon élève, mais attention, il ne faudrait pas qu'on se complète dans cette autosatisfaction, parce que le risque est là. Est-ce qu'il fait bon que le Bénin soit autant un bon élève? Bon, je crois sortir un peu des rangs. Je crois quand même que depuis plusieurs années, des réformes en matière d'amélioration de la qualité de la dépense sont engagées par le Bénin. Et si aujourd'hui on a commencé par avoir les fruits, il faudrait appeler nos dirigeants à veiller à ça, parce que la qualité de la dépense permet à ce que nous ayons effectivement les retombées au niveau des populations. Imaginez qu'on veuille construire une route qui doit coûter 100 milliards. Cette route, on décaisse les 100 milliards, mais la route évaluée n'atteint même pas la moitié. Vous voyez que la dépense n'est pas de qualité. Et donc, si le Bénin tend vers... si le Bénin améliore la qualité de cette dépense, ce n'est que... nous ne pouvons que applaudir et encourager le gouvernement à continuer, et que ça ne s'arrête pas à ceux qui sont là aujourd'hui, mais que ça soit désormais les indicateurs de performance du pays et qui nous éclairent sur comment les ressources du pays sont dépensées. Et malheureusement, comme je le dis depuis un certain temps, nous n'avons plus accès aux chiffres
officiels de l'État pour pouvoir donner vraiment notre avis, ce qui fait que dans quelle proportion cette qualité de dépense se trouve aujourd'hui, je ne peux pas vous le dire, parce que nous avions par le passé à des notes de conjoncture, à des données statistiques du gouvernement, mais aujourd'hui, il y a un block-out total là-dessus, et donc on ne peut pas vraiment donner, et on ne peut pas certifier, mais comme c'est l'institution supra-internationale qui donne ce quitus au gouvernement, nous l'applaudissons. Maintenant, il faudrait que nous ayons vraiment aussi assez. Et comme j'ai l'habitude de dire, il ne faudrait pas que nous laissions toujours les autres venir nous dire ce que nous devons savoir. Nous avons suffisamment d'économistes, nous avons des écoles qui forment des économistes. Ces écoles peuvent aussi mener des études et que nous puissions émettre nos avis et réflexions sur la qualité de l'économie de notre pays. Très bien. Ben voilà, c'est la fin de ce débat. Mais juste une petite question, hein, c'est une boutade. Hein. Pourquoi c'est seulement les dépenses qui intéressent la garde et pas les gains? Parce que si on fait de bonnes dépenses, on devrait pouvoir engranger de bons gains. Non, on ne parlera pas de gains, on parlera beaucoup plus de recettes. Aujourd'hui, c'est vrai que le Bénin et les régies essaient d'améliorer leur performance en termes de mobilisation des ressources. Toutefois, il faut reconnaître que, comme j'ai dit, il faut élargir l'assiette fiscale pour améliorer cette transition fiscale qui est en cours, parce que désormais, il faudrait que nous comptions beaucoup plus sur les recettes intérieures plutôt qu'aux recettes de porte. Les recettes de porte, c'est les recettes douanières. Non, les recettes douanières, et les recettes intérieures, c'est les recettes de l'impôt. D'accord. Ben voilà, merci à vous, Monsieur Wilfried Monon, journaliste spécialiste des questions économiques, directeur de publication du journal Économie Plus. Avec vous, nous avons décrypté un peu la visite de Christine Lagarde, la directrice générale du FMI chez nous, et bien sûr qui quand même a semblé donner un blanc-seing au président Patrice Talon, histoire de lui dire, bah écoute, tu peux continuer, peut-être pas à pressurer les Béninois, à continuer quand même pas dépenser, pas faire les dépenses telles que tu les fais, parce que tu les fais certainement en ayant un œil sur la qualité, tout simplement, parce qu'il faudra quand même faire de bonnes dépenses dans un pays sous-développé qui aspire au développement économique. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous, Peggy Ludovic Dagba. Merci à Wilfried Monon, directeur de publication de Économie Plus. C'était le débat fait croiser.